Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va résoudre un exercice assez intéressant, en tout cas j'espère que vous allez le trouver relativement intéressant et qui va parler d'un certain nombre d'heures d'ensoleillement. Par exemple, là au moment où je tourne la vidéo, on est en novembre. Effectivement, quand je sors pour aller travailler, il fait noir, je rentre du travail, il fait noir. Là où en été, je sors, il fait grand soleil, je rentre, il fait grand soleil. Donc, vous l'aurez vous-même constaté, je pense, dans votre vie quotidienne, que le nombre d'heures d'ensoleillement change au fil des mois, au fil des saisons. Et donc, c'est un phénomène qui est un phénomène cyclique. C'est un phénomène qui se répète. Et effectivement, d'année en année, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on est en novembre, il fait plutôt... voilà, les jours sont plus courts. Et lorsqu'on est en été, les jours sont plus longs. Alors là, on est dans une ville qui s'appelle Punxsutawney, donc c'est pas moi qui ai rédigé cet exercice, on va faire avec. Et dans cet exercice, on va parler effectivement de nombre d'heures d'ensoleillement. Et on rappelle ici, donc c'est une des informations les plus importantes de cet exercice, que c'est un phénomène cyclique. Et c'est un phénomène du coup qui se répète tous les 12 mois. Donc c'est ce qu'on va appeler plus tard la période. Et donc chaque 12 mois, on a le cycle qui recommence chaque année. Parce que voilà, c'est la définition d'une année, c'est qu'on recommence le cycle du Soleil qui tourne autour de la Terre. Alors, comment on va... donc, c'est quoi notre point de départ de cet exercice? Eh bien, en fait, on nous donne deux informations. On nous dit que dans cette charmante ville, l'ensoleillement minimum a lieu le 1er mars. Et effectivement, le 1er mars, on n'a que 6 heures de soleil. C'est pas beaucoup. Et 6 mois plus tard, donc on est le 1er août, si mes calculs sont bons, 1er mars plus 6 mois. Et à ce moment-là, donc en août, on a un ensoleillement qui est maximum. Donc les personnes effectivement de ce village-là, le 1er août, ils ont droit à 20 heures de soleil. Et en fait, ce qui est assez magique avec les maths, c'est que sachant que c'est un phénomène cyclique et sachant ces deux informations-là, on va être capable un peu plus tard de déterminer l'ensoleillement attendu à un autre moment. Voilà, donc sur base simplement de ces informations-là, du fait qu'on sait que c'est un phénomène cyclique, on va pouvoir déterminer après l'ensoleillement pour n'importe quel jour de l'année. Et donc pour ça, effectivement, on va devoir travailler avec des fonctions, on va devoir modéliser en fait cette situation par une fonction sinus, et ça va être l'objet de cet exercice. Bien évidemment, je vous invite à faire pause ici et à essayer par vous-même avant de regarder la correction. C'est parti du coup pour la correction. Avant ça, je pense que c'est quand même intéressant. On va apprendre un petit mot. On va apprendre en fait ce que c'est que le solstice et en fait ce qu'on appelle le solstice d'été, ben, c'est justement ça. Le solstice d'été, c'est le jour le plus long de l'année où il y a le plus d'ensoleillement. Et le solstice d'hiver, c'est l'inverse, c'est le jour où il y a le moins d'ensoleillement. Et donc, c'est en Belgique, par exemple, le 21 juin pour le solstice d'été, le 21 décembre pour le solstice d'hiver. Et donc, dans notre charmante ville de Punxsutawney, les dates sont différentes. Probablement que cette ville-là ne se trouve pas sur Terre. Parce qu'en fait, sur Terre, vous aurez toujours ces deux dates-là pour le solstice d'été et le solstice d'hiver. Seule chose qui peut se passer, c'est qu'effectivement, en fonction de si vous êtes dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord, ces deux dates vont s'inverser. Mais donc ici, pour l'exercice, on ne sera pas sur Terre, on sera sur une autre planète. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, on n'a pas encore dit grand-chose pour l'instant, mais on va commencer à parler plus concrètement de fonctions. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de fonctions ici? Parce qu'on a un phénomène où on a le nombre d'heures d'ensoleillement qui va dépendre du mois ou en tout cas de la période où on est dans l'année. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction en maths, lorsqu'on a quelque chose qui dépend à quelque chose, et il est dans ce cas-là assez commode de le représenter graphiquement. Et on va commencer par ça. On va essayer de se représenter graphiquement la situation. On aurait un nombre d'heures d'ensoleillement qui dépendrait, donc ici on a le nombre d'heures d'ensoleillement, donc je vais dessiner un petit soleil, qui va dépendre du mois où on se trouve dans l'année. Et donc vous avez un phénomène qui va se dérouler comme ça, où en fait au fil des mois, vous allez avoir l'ensoleillement qui va augmenter, et puis on aura passé le solstice d'été, on aura passé les jours les plus longs, vous allez avoir l'ensoleillement qui va diminuer jusqu'à atteindre le solstice d'hiver, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est la raison pour laquelle on parle de fonction sinusoïdale, parce qu'effectivement, elle va suivre un peu ce modèle,
où il va y avoir une répétition du phénomène après un temps donné. Ici, ce temps donné-là, c'est 12 mois. Alors, pour faire les choses un peu plus proprement, on a ici le graphique qui a été redessiné. On a sur l'axe vertical, on a représenté le temps d'ensoleillement en heures. Et sur l'axe horizontal, le temps qui passe en mois. Et on va placer les informations que l'on a. On va placer déjà la première information qui est le fait que le 1er mars, on a 6 heures d'ensoleillement. Alors déjà, première remarque importante, on va partir du principe qu'on commence ici. Le 1er janvier, c'est notre point zéro, quoi. C'est notre point de départ. Et donc si ici on est au 1er janvier, ça veut dire qu'après un mois, on est en février et qu'après ici 2 mois, on est en mars. Et donc notre petite graduation numéro 2 ici, elle va représenter le mois de mars. Et au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a 6 heures d'ensoleillement. 6 mois plus tard, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a le solstice d'été. Du coup, on a le jour le plus long avec 20 heures d'ensoleillement. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous allez avoir quelque chose effectivement qui va ressembler à ça, comme on l'a déjà dit. Et là, petit à petit, vous voyez qu'on essaie de tracer le graphique de plus en plus proprement. Et maintenant, je vais vous afficher le graphique vraiment un peu plus propre. Et donc voilà ce qu'on a, cette belle fonction sinus, avec, comme on l'a dit là tout à l'heure, donc ici, en mars, 6 heures d'ensoleillement. En septembre, 20 heures d'ensoleillement. Donc, comme on l'a dit, effectivement, vu qu'on commence le 1er janvier, le mois de mars se situe ici 2 pas après l'origine. Et d'ailleurs, suite au tracé de ce magnifique graphique, on peut même déjà essayer d'anticiper la question finale qui est de dire mais le 1er juin, combien d'heures d'ensoleillement on aura? Eh bien, le 1er juin, le nombre d'heures d'ensoleillement qu'on a, en fait, c'est... on regarde ici donc le mois de juin, vu que le 1er janvier, encore une fois, c'est l'origine, c'est 0. Le mois de juin, ici, il est représenté par 5 mois, le 5e mois après janvier. On peut déjà un petit peu anticiper effectivement la réponse, le nombre d'heures d'ensoleillement qu'on aura en juin. Maintenant qu'on a dit ça, le but effectivement, il n'est pas attendu de vous que vous fassiez ce genre de graphique très précis pendant l'interro, mais ça, mon objectif ici, c'est vraiment que vous représentiez la situation et que vous voyez qu'on peut déjà faire beaucoup de choses avec ces deux informations-là. Maintenant, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, maintenant qu'on a une idée de à quoi va ressembler le graphique de la fonction, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est de donner l'équation de la fonction, parce qu'avec l'équation de la fonction, on peut faire encore plus de choses. Alors, à quoi ressemble une équation de fonction sinusoïdale? Alors, une fonction sinusoïdale, déjà, elle implique la fonction sinus. Jusque-là, on n'a pas dit grand-chose. Mais il va y avoir tout un tas de paramètres, parce que la fonction sinus, on peut lui faire plein de choses. On va pouvoir la monter, on va pouvoir la compresser horizontalement, verticalement. Voilà. Si on la compresse, on va pouvoir avoir une fonction ici avec une fréquence plus élevée. On va pouvoir avoir des fonctions sinus qui prennent un peu plus leur temps. On va pouvoir faire plein de choses. Ce qu'on nous demande, c'est de donner l'équation de la fonction sous cette forme-là, avec les différents paramètres qu'on va étudier tout de suite. Je vous noterai aussi qu'il y a un peu deux manières d'écrire cette fonction sinusoïdale avec les paramètres. La première, c'est ce qui est attendu de nous. Et je vais surtout travailler ici avec la deuxième. Pourquoi? Parce que cette manière d'écrire la fonction sinusoïdale, en fait, elle nous permet de vraiment mettre en évidence, ou en tout cas de vraiment faire le lien avec un chapitre que vous avez déjà vu, qui est les transformations de fonctions. En fait, quand vous avez une fonction et qu'on la multiplie par quelque chose, vous savez que ce qui va se passer, ça va être une compression en étirement vertical. Lorsqu'on a une fonction et qu'au niveau du x, on va venir ajouter ou enlever une constante, vous savez que la fonction va se déplacer à gauche ou à droite. Lorsqu'on va venir multiplier, lorsqu'on va rajouter un coefficient à x, vous savez que la fonction va s'étirer horizontalement ou se compresser horizontalement. Et enfin, lorsque vous avez une fonction, vous allez lui rajouter quelque chose, vous savez que la fonction va monter et descendre. Et c'est le même principe ici pour la fonction sinus, et sauf que peut-être à la différence près qu'on va appeler ça différemment. Par exemple,
cette histoire d'étirement vertical ou cette compression verticale, on va en fait appeler ça l'amplitude, etc., etc. Ça, je vous le résume ici, avec pour chacun des paramètres, vous allez pouvoir trouver une explication sur ce que ça représente. Alors le but ici, c'est pas de refaire tout un cours théorique sur la fonction sinusoïdale, mais si nécessaire, vous pouvez mettre pause et lire ça à votre aise. Par exemple, vous trouverez le fait que le paramètre A ici correspond à l'amplitude. W ici, cette espèce de lettre grecque qu'on va appeler oméga, en fait, c'est la vitesse angulaire, etc., etc. Donc je vous invite à lire ça à votre aise. Et nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement appliquer cette théorie à notre exercice. Dans notre exercice, vous avez différents paramètres qu'on va pouvoir déjà anticiper sur base du graphique qu'on a tracé. Voilà, même si on n'a pas tracé le graphique très précisément, on va pouvoir déjà en conclure l'amplitude. Parce que l'amplitude, vous voyez ici que c'est un peu la différence entre le sommet et la moyenne de la fonction. Et sur le graphique qu'on a tracé, effectivement, il est assez mis en évidence. Vous allez avoir cette histoire de décalage horizontal à gauche ou à droite, qu'on va appeler dans le cas de la fonction sinusoïdale déphasage. C'est un mot très impressionnant, mais au final, c'est simplement ce que vous connaissez déjà avec les translations horizontales des fonctions. Quand on pousse la fonction à gauche ou à droite, ici, dans le cas de la fonction sinus, on va appeler ça un déphasage. Et enfin, vous noterez que la vitesse angulaire, on ne la lit pas directement sur le graphique. Par contre, ce qu'on lit sur le graphique, c'est la période. Et vous avez ce lien-là entre la période et la vitesse angulaire qui est décrit ici par cette petite équation. On a pu faire ce petit rappel théorique. C'est le moment d'appliquer voilà, la théorie à notre exercice où on va du coup déterminer l'équation qui correspond à ce graphique-là. En commençant, ça en réalité c'est un peu comme vous voulez. Ici on va commencer par exemple par l'amplitude. L'amplitude, on a vu que c'était un peu la différence qu'il y avait entre notre sommet et le centre de notre fonction. Alors notre fonction sinusoïdale ici, elle est dans la bande, dans ce bandeau-là. Elle est comprise entre 6 et 20. Et entre 6 et 20, il se trouve qu'il y a 13. Et donc l'amplitude, c'est la différence qu'il va y avoir ici entre le centre, entre notre moyenne un peu ici qui est de 13 heures et notre sommet qui est de 20 heures. Et la différence entre 20 heures et 13 heures, ici c'est 7 heures, donc on a une amplitude qui vaut 7. La deuxième chose qu'on va pouvoir trouver, c'est ici à quel point notre fonction, donc par rapport à la fonction sinus de base, à quel point est-ce qu'on est monté ou est-ce qu'on est descendu. Vous savez que la fonction sinusoïdale telle qu'elle, donc la fonction f de x égale à sinus x, vous savez qu'elle a normalement tendance à osciller autour de 0. Ici, elle va osciller autour de 13 heures, et donc ça veut dire qu'on est monté tout simplement de 13 étages. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme information ? On sait que la fonction sinus, encore une fois, si on ne la touche pas, elle va avoir tendance à avoir ici vous voyez, repérer un peu ce point-là. Normalement, on aurait tendance à le mettre ici, vous voyez, parce que la fonction sinus, si on ne la décale pas à gauche ou à droite, elle a tendance à avoir... Vous voyez, donc elle passe par l'origine de base. Ici, puisqu'on l'est montée, elle est censée passer ici par le point 0,13. Sauf qu'elle ne passe pas par le point 0,13. Elle a été poussée vers la droite. Et elle a été poussée de combien ? Elle a été poussée de 5 pas vers la droite. Alors comment est-ce qu'on trouve qu'elle a été poussée de 5 pas vers la droite ? C'est parce que vous avez le minimum qui est ici en 2, vous avez le maximum qui est en 8. Entre 2 et 8, vous avez effectivement 5. Et donc la fonction ayant été poussée de 5 pas vers la droite, on lui a fait une translation horizontale de 5 unités vers la droite. Et donc vous savez que les translations horizontales vers la droite, pour les effectuer, il va falloir faire moins 5 à côté de x. Donc pour ça, je vous renvoie dans votre chapitre de transformation de fonction. Et dernière chose, en fait, on va devoir déterminer la vitesse angulaire. Comme on l'a dit là tout à l'heure, la vitesse angulaire, on ne peut pas la lire directement sur le graphique. Mais par contre, ce qu'on peut lire sur le graphique, ou en tout cas ce qu'on connaît par rapport à notre situation, c'est la période. Et qu'on a ce lien-là qui existe entre la période et la vitesse angulaire, qui est que la période vaut 2π sur la vitesse angulaire, et inversement, du coup, on a la vitesse angulaire qui vaut 2π sur la période.
Et donc, la période ici, dans notre situation, donc c'est-à-dire le temps qu'il faut pour que notre graphique recommence, si vous voulez, pour que le schéma se répète, pour que le cycle recommence, dans notre cas, c'est 12 mois. Donc, on a, dans notre cas, une période qui vaut 12 mois. Voilà, on a une période qui vaut 12 mois. Et donc, si la période vaut 12 mois, hop, vous avez la vitesse angulaire qui vaut tout simplement 2π sur 12. Hop, 2π sur 12. Et c'est ainsi qu'on a réussi à déterminer tous les paramètres de notre fonction sinusoïdale. Dernière chose ici, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est de distribuer le π sixième de manière à avoir vraiment une équation de notre fonction qui est écrite comme demandé dans l'énoncé. Donc ça, c'est important quand même de respecter les énoncés. Et donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est de venir distribuer le π sixième de manière à avoir vraiment les paramètres de l'énoncé. Donc on trouve facilement oméga, on trouve phi, voilà. Tout est clair et on a parfaitement répondu à la première question. Ce que j'ai fait, c'est d'aller sur GeoGebra tout simplement et d'aller écrire. Donc ça, c'est un réflexe vraiment que j'invite à avoir souvent quand on travaille dans le chapitre des fonctions. Ayez toujours GeoGebra à portée de main pour après pouvoir voir tout simplement si notre conclusion correspond à notre énoncé de départ. Donc j'ai été écrire l'équation de la fonction qu'on a trouvée et on va pouvoir vérifier qu'effectivement après 2 mois, donc c'est-à-dire qu'ici au mois de mars, on a bien 6 heures d'ensoleillement. Donc au mois de mars, on a 6 heures d'ensoleillement. 6 mois plus tard, au mois de septembre, donc, on a bien 20 heures d'ensoleillement. Et donc, l'équation qu'on a déterminée ensemble, effectivement que GeoGebra a représenté ici graphiquement beaucoup mieux que ce que nous, on l'a fait auparavant, mais elle correspond bien à la situation qui nous a été donnée. Donc on est assez satisfait en fait de la réponse qu'on a. Ça, vous pouvez peut-être pas le faire à l'interro, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant vos exercices. Alors maintenant qu'on est vraiment convaincu d'avoir trouvé l'équation qui modélise, ou voilà, l'équation de la fonction qui modélise parfaitement la situation qu'on avait au départ, c'est-à-dire que cette fonction-là modélise parfaitement la durée d'ensoleillement au fil des mois dans la fameuse ville dont j'ai oublié le nom, mais qui ne se trouvait pas sur Terre, mais voilà, qui a le droit d'exister. Donc maintenant, on a parfaitement modélisé cette situation. On va pouvoir répondre à la dernière question. Ce qu'on attend de nous ici, c'est de déterminer l'ensoleillement attendu le 1er juin. Alors ici, en mars, on avait 6 heures d'ensoleillement. On peut trouver le nombre d'heures pour avril, mais juin, donc juin, on est ici, c'est l'équivalent du coup de x égale 5. Et donc, on va pouvoir lire sur le graphique que au 5e mois, en x égale 5, ici, donc c'est l'équivalent de notre mois de juin, on a combien d'heures d'ensoleillement? On a 13 heures d'ensoleillement. Donc ça, on a pu le lire sur le graphique. Si vous n'avez pas le graphique pour pouvoir lire cette information, pas de problème parce que donc une fonction peut se représenter par un graphique, mais elle peut également se représenter par une équation. Ça tombe bien, à l'exercice précédent, on a dû trouver l'équation de la fonction. Donc grâce à cette équation, on peut également répondre à la question. Si on se rappelle simplement que du coup le 1er juin, ça correspond à x est égal à 5. À partir de ce moment-là, on peut répondre à la question. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous demande simplement, c'est de trouver l'image de 5. Ce qu'on nous demande simplement, c'est de trouver lorsque x est égal à 5, lorsque on est au 5e mois, mais que vaut la durée d'ensoleillement? Ça, on peut le calculer en remplaçant x par 5. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. L'image de 5, donc on remplace x par 5, on a pi sixième multiplié par 5 moins 5π sixième plus 13. Alors, ici, simplement, ce que j'ai été faire, c'est de remplacer le x par 5. D'accord? Donc, j'ai absolument rien fait. J'ai recopié l'équation en remplaçant x par 5. Et on va voir un peu ce qu'on a. Donc, on a ici 7 sinus de quoi? En fait, regardez un peu ce qu'on a ici à l'intérieur du sinus. On a pi sixième multiplié par 5 moins 5π sixième. Alors, pi sixième multiplié par 5 et 5π sixième, c'est exactement la même chose. Donc, on soit bien d'accord. Si je viens mettre le 5 ici devant le pi, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est 5π sixième moins 5π sixième. Ça fait 0. D'accord? Ça fait 0. Et donc, en fait, ce qu'on a, c'est 7 multiplié par le sinus de 0 plus 13.
Alors, le sinus de 0, si vous vous rappelez, je vous ai mis le cercle trigonométrique ici en bas à gauche pour que vous puissiez le voir. C'est que le sinus de 0, en fait, tout simplement, ça fait 0. Quand vous vous rappelez que le sinus se lisait ici sur l'axe vertical lorsque vous avez votre cercle trigonométrique. Et donc, par exemple, vous avez le sinus de pi sixième ici qui vaut 1/2, etc., etc. Et le sinus de 0, ben, ça fait 0. Et donc, en fait, 7 multiplié par le sinus de 0, ça fait également 0. Et donc, ici, on a 0 plus 13, on a 13. Et donc, on a trouvé la même réponse que ce qu'on avait lu précédemment sur le graphique. C'est qu'au 1er juin, dans cette fameuse ville, on a 13 heures d'ensoleillement. Et donc c'est assez sympa, on a réussi à trouver ça simplement sur base des deux informations qu'on avait. On savait simplement qu'en mars, il y avait 6 heures d'ensoleillement, qu'en septembre, il y en avait 20. Et sur base de tout ça, on a réussi à trouver pas mal de choses. J'espère que cette correction vous a plu et je vous dis à la prochaine.